Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. Cette vidéo est un appel à témoins parce que je suis en train de finaliser le livre sur les assassinats avec prélèvement d'organes appelé pompeusement au Gabon, crime rituel. Il faut absolument que ce livre sorte. Comme vous le savez, les crimes rituels sont le point de départ de cet exil qui m'éloigne de la terre de mes aïeux. Si le régime d'Ali Bongo a voulu me faire assassiner au Gabon, c'est parce que j'enquêtais sur ces phénomènes abominables aux contours brumeux. Et depuis mon arrivée dans l'Hexagone, je n'avais pas encore eu le temps de terminer cet ouvrage. Parce que j'étais absorbé par le combat. Il fallait aller régulièrement dans les différentes villes de France pour porter la voix du peuple gabonais avec d'autres compatriotes. Et cette étape ayant été franchie, je passe maintenant à une autre étape, celle de publier ces livres-là. Je n'entends pas obtenir un prix pour ça. Je le fais parce que je suis respectueux des valeurs des droits de l'homme. Si j'étais comme certains, j'allais dire que c'est moi le pionnier de cette lutte. Parce que je n'ai pas vu des gens aller sur le terrain comme moi je le faisais. Aller enquêter sur le terrain. Les gens prenaient des informations que j'ai publiées. Tous ceux qui font du bruit aujourd'hui là. La source d'information, c'est Jonas Moulenda. Personne ne parcourait le Gabon du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est moi qui partais. Maintenant, il est grand temps que je publie ces informations. Parce que d'autres vous racontaient des choses sans avoir été sur le terrain. Mais moi, j'allais sur le terrain. Je travaillais avec les officiers de police judiciaire. Parfois, nous n'étions pas d'accord dans certaines procédures. Mais après, nous tombions d'accord. Je me souviens particulièrement de ces crimes qui s'étaient passés à Libreville, dans la banlieue, où l'auteur des crimes a tué sa mère. Mais il a pris son téléphone, il m'a appelé pour me dire qu'on a assassiné ma mère. Il a pris son téléphone, il a appelé la PJ pour dire qu'on a assassiné ma mère. Et ce jour-là, les policiers sont arrivés avant moi parce que j'étais en train de boucler le journal. Et quand j'arrive, j'ai trouvé les policiers. Ils avaient déjà terminé de l'interroger. Ils s'apprêtaient à partir. Et comme la plupart de ces policiers, c'était des amis, on travaillait ensemble. Et ils savaient que j'étais candidat à l'imputation à Manchi. Ils m'appelaient honorable. Ils m'ont dit honorable, est-ce que on peut t'attendre? Tu es quand même un député du peuple. Tu dois prendre en charge tes lecteurs, tes électeurs. J'ai dit attendez-moi. Même si ce n'était pas la prise en charge. Attendez-moi. Qu'est-ce que le type vous a dit? Dis non, le corps est derrière la maison. Nous avons regardé. La femme a été assassinée. J'ai dit qui a assassiné? Ils disent bon, pour le moment, on ne connaît pas encore le nom de la personne qui a assassiné. Quand je pars déjà de mon bureau, l'esprit était déjà ouvert. Et j'ai dit aux policiers, j'ai dit, il se peut que celui qui a assassiné cette femme-là soit la personne qui nous a appelés. Ils m'ont dit non, comment ça? J'ai dit si. J'ai dit, j'ai la ferme conviction que c'est l'enfant qui nous a appelés qui a assassiné sa mère. Ils me disent comment ça, honorable? J'ai dit, attendez, vous allez
demander aux gens du PK13 ces jours-là. C'était à Bizango Rai que ça s'est passé. Le gars s'appelle Alain Makaya. Je ne sais pas si on l'a libéré. Alain Makaya. Et sa mère s'appelait Jeannette Kogou. Qu'est-ce que ce garçon avait fait? Déjà, il vivait dans la maison avec sa copine qui était enceinte. Sa copine ne s'entendait pas avec sa mère. Et sachant que la femme allait bientôt accoucher, il n'avait pas d'argent. Il est allé voir son oncle qui était parlementaire pour dire j'ai des problèmes. Ma copine va bientôt accoucher. Je n'ai rien. Maman, le courant ne passe plus. Et comme son oncle faisait partie du cartel des dépeceurs d'êtres humains, a dit, mais toi, tu peux faire comme les autres. On a besoin d'organes humains. Si tu veux avoir l'argent pour t'occuper de ton bébé qui va bientôt arriver, alors il faut faire comme les autres. Il faut trouver une proie. Pour dépecer, tu amènes les organes, tu auras beaucoup d'argent. Et le garçon est reparti, il a réfléchi. Et comme pendant cette période, en 2012, là, quand Ali Bongo arrive au pouvoir, les crimes rituels explosent. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens deviennent méfiants. Donc même les filles ne montent plus dans les voitures. Les gens ne traînent plus dans les rues. Donc Alain Makaya a eu des problèmes pour trouver une proie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, mais pourquoi je ne dépecerai pas ma mère? Autant que je tue ma mère, je prends les organes. On avait demandé le clitoris. Hein. Vous imaginez ce gars-là, où il est allé? Donc il va décider de tuer sa mère et prendre le clitoris de sa mère. Abomination. Et il va s'entendre avec sa copine qui était enceinte. Pour dire que tu es avec moi dans la maison, tu vois que ma mère ne s'entend pas avec toi. On va finir avec elle. On aura assez d'argent pour accueillir notre bébé. Et puis on va aussi hériter de la maison. Voilà comment Makaya décide de tuer sa mère. Donc, il était dans la maison avec aussi un de ses frères. Mais il a attendu vendredi quand le frère sort parce que au PK 13, Bizangoraï, là-bas c'est compliqué d'avoir les voitures. Les taxis ne rentrent pas là-bas la nuit parce que c'est un monde, c'est un pandémonium si vous voulez bien. C'est un coupe-gorge. Donc les taxis n'entrent pas là-bas la nuit. Donc son frère étant sorti pour ne rentrer que le lendemain matin, Makaya va décider de tuer sa propre mère. Il s'entend avec sa copine qui ne s'entendait pas déjà aussi avec la mère. Donc la mère, après le repas, après le dîner, va rentrer dans sa chambre pour dormir. Elle fait entièrement confiance, elle ne ferme pas la maison de l'intérieur. Elle rabat juste la porte. Erreur fatale. Donc Makaya, tard dans la nuit, va se lever et va prendre une barre de fer. Pendant que la maman dormait, elle avait la tête tournée vers le mur. Makaya a pris la barre de fer là, a tapé à la mère 3 coups. Elle a commencé à baigner dans l'agonie. Makaya est allé prendre un couteau tranchant pour enlever le clitoris de sa mère. Pour prendre du sang. Et après, il est reparti dans sa chambre. Après le crime, il prend son téléphone. Il prend le téléphone de la défunte. Il prend le téléphone de sa mère. Et il envoie un faux message à son frère. Parce que le frère en sortant avait laissé la mère là. Et quand il devait rentrer le lendemain matin, il devait se poser la question où était la maman. Donc il prend son téléphone, il prend le téléphone de la maman. Et il envoie un message se faisant passer pour la maman à l'autre fils qui est sorti. Coucou fiston, j'espère que tu te portes très bien. Prends soin de toi là-bas. Moi je sors, je vais en week-end, je reviens seulement lundi. Et
quand il finit d'envoyer le message trompeur, il va fermer la porte. Il va fermer la porte à clé. Donc, il ferme le corps de la mère. On est déjà à samedi. Il ferme le corps de la mère dans la maison. Il n'y a que sa copine et lui qui savent que la maman est morte. Et quand le frère rentre dans la journée, il dit, maman est allée en voyage, sa porte est fermée. Bon, le fils ne croit pas. Ne se doute pas de ce qui s'est passé. Et toute la journée de samedi, le corps va rester au lit. Et le matin, là donc, samedi matin, il va envoyer sa copine chez le boutiquier pour aller acheter une bouteille d'huile végétale, l'huile de cuisine, l'huile alimentaire. Parce qu'il fallait faire disparaître les traces de mutilation. Là où il avait pris le clitoris, là où il a pris des parties, il fallait brûler le corps. Donc il est parti. Il a envoyé sa copine. La copine est allée acheter. Et dans la journée, il a mis de l'huile. Là, il ne peut pas mettre du pétrole parce que le pétrole, ça pouvait brûler toute la maison. Il a mis juste de l'huile qu'il a chauffé. Il a chauffé cette huile-là et il a versé sur le corps de la maman. Donc ça marquait des brûlures. Et maintenant, quand le frère repart samedi dans ses grooves, dans la nuit, il sort le cadavre de la mère pour aller balancer ça à la maison qui était inachevée, qui était derrière. Vers 3 h du matin, les voisins entendent des chiens qui aboient. Et puis ils ne sortent pas parce que la nuit, il ne faut pas sortir à libre vie dans certains quartiers. Donc il a laissé, parce qu'il avait peur qu'on sache que la maman était assassinée dans la maison. Il a voulu faire croire que la maman était sortie et que c'est en rentrant qu'elle a été dépecée. Donc quand il dépose le corps là-bas, il va prendre le matelas. Il va renverser le matelas parce qu'il y avait du sang dessus. Il prend de nouveaux draps, il met et il ferme la porte. Et il prend maintenant son téléphone pour m'appeler. J'étais chef du service fait divers et justice à l'Union. Il prend son téléphone pour appeler la PJ. Donc la PJ, comme je disais tout à l'heure, arrive avant moi. Il donne la version, c'est normal, l'enquête c'est comme ça. Donc, il y a des petits détails qui ont échappé un peu à la police. Moi, quand j'arrive, je trouve les policiers, ils me disent, oui, honorable, nous on t'attend, il faut que tu nous amènes quelque part. Je dis, oui, il y a des bars, là, on va aller prendre un truc. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé sur une enquête. Mais je dis, mais qu'est-ce qu'il vous a dit? Il dit, oui, il a dit qu'on a tué sa mère, elle était sortie la nuit et tout. Mais vous savez, quand on fait des enquêtes, il y a une dimension spirituelle. Il y a une dimension spirituelle qu'il faut mettre en avant. Parce que parfois la dimension intellectuelle montre les limites. Moi, quand je venais déjà là-bas, j'étais chauffé. Et j'ai dit à mes collaborateurs, ils sont là-bas. Il y avait Achille Patrick Lindoumou, qui est aujourd'hui au journal Scribouya. Il y avait un stagiaire qui était avec moi, José d'Arc Otunga. J'ai dit, j'ai le pressentiment que c'est le gars qui nous a appelé qui a tué sa mère. Il ne me croyait pas. J'ai dit au policier, j'ai le pressentiment que c'est ce gars qui a tué sa mère. J'ai dit, attendez, je vais vous démontrer ça. Et puis quand j'arrive, j'ai dit, ouais, c'est lui qui m'a appelé. Il dit, c'est moi, monsieur. C'est moi grand, moi j'étais plus grand. Il avait 32 ans à l'époque. Je l'ai appelé à côté. J'ai dit, vous étiez combien dans la maison là? Il dit, il y avait maman, il y avait moi et ma copine. Il dit, mon frère était sorti. Après, maman est sortie. Elle a dit qu'elle allait en week-end et qu'elle allait rentrer dimanche. Et quand je regardais le lieu où le cadavre était, il n'y avait pas de traces de violence. C'était la terre. C'était complètement... Il n'y avait même pas beaucoup de pas. Il y avait juste des empreintes d'une seule personne. J'ai dit, pour un crime qui se passe, et en plus il avait plus plus avant. J'ai dit, pour un crime qui se passe, il y a quand même comme... Il y a une bataille, la personne va se battre. Et j'ai dit aux policiers, vous ne trouvez pas que c'est suspect? Ce corps a été tué ailleurs, la personne a été tuée ailleurs et déposée là. Je ne crois pas que la personne a été assassinée là. Il y a de l'herbe, l'herbe n'est même pas écrasée. Moi j'ai vu des théâtres de crimes, des scènes de crimes. Quand on veut dépecer quelqu'un sur une bataille, la personne ne peut pas se laisser dépecer comme ça. J'ai dit, il y a un problème. Et j'ai dit au gars, j'ai dit, bon,
J'avais déjà la certitude que la maman avait été assassinée à la maison. J'avais la certitude déjà que c'était lui. Et j'ai dit, bon, où étais-tu la nuit là? Quand ta maman a été assassinée, on suppose qu'elle a été assassinée la nuit. On ne peut pas l'avoir assassinée la journée là où tout le monde regarde. Je pose la question au gars Makaya là. J'ai dit, mais où étais-tu la nuit là? Il me dit, non, je ne suis pas sorti de chez moi. L'autre, j'ai entendu la nuit, j'ai entendu les chiens aboyer. Il me répond comme ça, qu'il n'est pas sorti de chez lui. Il a entendu les chiens aboyer à la cour. J'ai dit, attends-moi un instant. Je vais prendre sa copine. Je vais l'interroger séparément. J'ai dit, où était ton copain la nuit? Il s'est levé combien de fois pour aller se soulager? Parce qu'il n'avait pas de toilette à l'intérieur. Et sa copine de me répondre. Oh, il avait la diarrhée. Il a passé toute la nuit à sortir. À faire des tours dehors, aller se soulager aux toilettes derrière la maison. Ça fait déjà 2 versions. Donc, Makaya lui-même qui dit qu'il n'est jamais sorti toute la nuit, qu'il est resté dans sa chambre, qu'il n'est pas sorti. Et sa copine qui me dit qu'il a passé toute la nuit à sortir. Je trouve quelque chose qui cloche. Et je me rapproche, je repars voir les policiers pour dire que ça ne va pas. Je vous assure que ça, c'est un crime commis par ce gars. Il est louche. Et après, je demande aux policiers, est-ce que vous avez accédé à la chambre de la dame? Ils me disent non. Je dis, c'est normal que vous n'ayez pas accédé à la chambre parce que vous n'avez pas cette intuition que ça s'est passé à l'intérieur de la chambre. Je sais que cette maman a été assassinée dans sa chambre. Je dis, il faut qu'on accède à la chambre. Et Makaya dit, non, il est hors de question que vous accédiez à la chambre de ma mère. Il faut que les parents viennent d'abord, on va ouvrir la porte. J'ai dit aux policiers, écoutez les gars, c'est vous qui êtes dépositaire de l'autorité, je ne suis que journaliste d'investigation. Il faut contraindre ce gars-là à nous amener dans la chambre de sa mère. Il y a quelque chose qui se cache. Il a dit hors de question. Il s'est opposé foncièrement. Parce qu'il avait peur qu'on découvre. Et c'est comme ça que les gars ont commencé à lui mettre de la force. Et il a fini par sortir la clé de sa chambre. Pour ouvrir. Quand il ouvre, la première chose qui m'intrigue, c'est l'odeur de sang. Et puis, mon collaborateur Achille Patrick Lindoumou, j'ai dit, viens Achille. On enlève, il y avait une sorte de moustiquaire là. On a déplié ça. Je regardais, les draps étaient bien installés. Mais il y avait une odeur fétide qui s'échappait. J'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Les policiers étaient là, me regardaient. J'ai dit, honorable, on te laisse travailler, tu fais ton travail. Nous, on a fini pour nous. J'ai dit, votre travail n'est pas fini. Parce qu'on a découvert des choses. J'ai dit, Achille, enlève le drap. Achille Patrick Lindoumou enlève le drap. Vous pouvez le contacter, il est vivant. Il enlève le drap. Quand il enlève, on voit du sang sur le matelas. Et tout de suite, Makaya, il fait un sac d'embrouille. Il dit non, le sang que vous voyez là, c'est le moustique. J'ai dit, les moustiques peuvent laisser des taches de sang assez larges comme ça. Il dit oui. Et j'ai dit, Achille, retourne le matelas. Quand Achille retourne le matelas, on voit une grosse mare de sang sur le matelas. On prend le matelas, on met à côté. Le pauvre, il s'était salé, je me rappelle. Parce qu'il n'avait pas de gants. Donc il a touché le sang là, quand il a retourné le matelas. J'ai dit, tu vas laver tes mains, ne t'en fais pas. Et on voit maintenant plein de sang en bas. Et on voit à côté la bouteille d'huile que la copine était allée acheter. Et j'ai dit aux policiers, alors regarde, qu'est-ce que vous pensez? Ils ont dit, honorable, c'est toi qui avais raison. J'ai dit, c'est ce gars qui a tué sa mère. Et les voisins sont venus, ils ont fait des témoignages maintenant. Les langues se sont déliées. Et après, ils ont pris Makaya. Ils ont dit, j'ai dit, vous voyez, vous avez raison de m'attendre. On a pris Makaya, on l'a bien noté. On l'a amené. Donc, vous voyez combien c'était compliqué de travailler sur le terrain. Un garçon, la mère qu'il a mise au monde, parce qu'on lui a proposé des sous. Il va tuer sa mère jusqu'à aller enlever le clitoris de sa mère.
et prendre l'huile pour brûler le cadavre de sa mère. Vous comprenez que j'ai vécu des choses terribles au Gabon. Ça, on ne vous dira pas. Surtout quand Ali Bongo est arrivé au pouvoir, il a interdit aux journaux de parler des crimes rituels. Il ne fallait plus parler. Mais moi, je faisais mes enquêtes parce que je savais qu'un jour, je sortirais un livre là-dessus. Et quand ils ont su que j'allais sortir un livre, il fallait m'assassiner. Donc, il y a eu des dossiers comme ça. Maintenant, qu'est devenu Makaya Alain? Je ne suis plus au Gabon. Je n'ai plus les contacts de la famille. Et c'est pourquoi je viens lancer un appel ce matin pour dire que pour tous ces dossiers-là, à un moment ou à un autre, on a arrêté des suspects. J'aimerais savoir l'évolution parce que dans le livre, je dois situer les gens pour montrer le caractère d'impunité ici au Gabon de ces phénomènes-là. Donc, je voudrais que vous me contactiez, que vous m'appeliez par mon numéro WhatsApp, le 0033 7 52 52 36 52, qui est sur Facebook, ma page là, la page sur laquelle vous me contactez pour me dire, vous avez forcément quelqu'un, presque chaque famille gabonaise a perdu quelqu'un dans les crimes rituels. Dites-moi à quel niveau se trouve la procédure maintenant. Est-ce que ça a été classé sans suite? Est-ce que les gens ont été jugés? Parce que j'ai vu, vous savez que j'ai Gabon Télévision chez moi. J'ai suivi la dernière session criminelle. J'ai été choqué de voir que l'assassin de la petite Marie-Catherine la petite Catherine et Sassa, avant content, on a fait passer ça pour un simple crime, un crime passionnel, alors que c'était un assassinat avec prélèvement d'organes. Moi-même, je suis allé mener l'enquête. Donc, il a été condamné à perpétuité. Mais la fille qui avait commandité le crime avec son copain sont en liberté. Ils ne sont pas inquiétés parce qu'ils ont servi le régime d'Ali Bongo. Déborah, Madame Déborah Fumbi, c'est elle qui a envoyé les gens avec son copain qui est de Moabila, qui travaille aux impôts. Comment on peut laisser ça? Et on a trituré le dossier au niveau de la cour d'appel. On a changé tout, on a tout écrit. Et ça doit sortir. Le monde entier doit savoir ce qui se passe au Gabon. Et c'est pour cela qu'ils ont décidé de me kidnapper, pour me ramener de force à que le livre ne sorte. Et j'ai dit, faites vite, il faut que ce livre-là sorte. Même s'il m'assassine après, tant pis. Même s'ils m'assassinent après, tant pis. Mais ils ne réussiront pas. Parce que Dieu ne le permettra pas. Donc, allons-y et rapidement. Leur plan a beaucoup avancé. Ils ont recruté des mercenaires français, d'anciens agents de la DGSE, pour me traquer. Il faut qu'ils m'éliminent avant que le livre ne sorte. Donc, je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous dire que j'ai besoin rapidement des derniers développements des affaires de crimes rituels là, enregistrés dans vos familles respectives. Si on a arrêté quelqu'un et que après la personne a été libérée, appelez-moi. Si les dossiers n'ont pas avancé, appelez-moi. Parce que je dois mettre à jour ces dossiers. Si vous avez perdu quelqu'un même entre-temps, parce qu'on parle des crimes rituels de 1964 jusqu'à ce jour. Parce que Omar Bongo faisait aussi des crimes rituels. Ah non, il faut qu'on vous le dise. Il n'y a pas qu'Ali Bongo. Ali Bongo perpétue ce que son père faisait. Ali Bongo fait ce que son père faisait. Vous savez que le petit du chat attrape les souris. Le petit du chat attrape les souris. Omar Bongo faisait des crimes rituels avec ses amis. Donc, je voudrais que vous fassiez vite. Parce que vous les gars, vous êtes comme ça. Je ne veux pas que quand le livre va sortir demain. Oh non, je n'ai pas de tout l'histoire de mon fils. Je n'ai pas de tout l'histoire de mon neveu. Machin. Je vous donne l'occasion. Faites passer le message auprès des voisins. Pour dire que Moulenda va sortir le livre des crimes rituels. Il a besoin de derniers développements. Parce qu'il ne faut pas que je dise que tel est en prison alors que tel a été déjà sorti. Ce n'est pas bon. Moi, je ne suis plus au Gabon. Quand j'étais au Gabon, je n'avais pas besoin de lancer des appels à témoins. Moi-même, j'allais sur le terrain d'enquête. Mes collaborateurs vivent encore. C'est même moi, parfois, qui informais les gendarmes qu'il y a un crime à tel endroit. Parce que j'avais un budget pour le faire d'ailleurs. J'avais un véhicule tout terrain.
Donc, je vous appelle aujourd'hui pour que vous me donniez des informations. Vous avez mon WhatsApp. Il est là sur ma page Facebook. Ils ont assez emmerdé les Gabonais. Ils m'ont assez intimidé, ils ont tout cherché. Dieu n'a pas permis que je sois assassiné. Là, comme ils savent que le livre va sortir, ils veulent m'assassiner. Ok, mais on va aller vite. On va couper les devants. Parce que bon, même vous-même, je suis venu en exil à cause des crimes rituels. C'est inadmissible que je ne parle pas des crimes rituels. Et vous savez, j'ai écrit ce livre-là, le premier livre-là. Quand j'ai écrit le titre L'insupportable, ça veut tout dire. Hein? Ça veut tout dire, l'insupportable. Je serai bien insupportable, je vous promets. Ils vont appuyer sur le bouton déranger. Comme ils veulent me faire assassiner, ils ont payé d'anciens agents de la DGCE. Il y a un là qu'on a trouvé... il y a un, on est en train de chercher à savoir, parce que les autorités françaises, je les ai mises en alerte. Il y a un d'origine maghrébine qui est là où il travaille, ils appellent ça la piscine. Donc, on va les trouver. On a déjà son identité. On a même son numéro. Ils sont en train de tout faire. Mais je vous dis, c'est l'occasion de faire exploser. Je ne vous demande pas d'argent pour ça. Moi-même, je prendrai en charge les frais de mon livre. Je vous demande tout simplement de m'appeler. Inbox, pas en public. J'ai vu que les gens ont fait la proposition des balcons. Non, parce qu'ils auront peur de s'exprimer. Vous m'appelez inbox. Je prends note. J'ouvre. J'ai l'ordinateur devant moi là. J'ai tous les dossiers là. Des milliers de dossiers sont là. Je sais que par rapport à tel dossier, dernier développement, soit la personne est morte en prison, comme c'est le cas. Comme le cas de la famille de Mabala, la belle famille de Mabala à Lambaréné. Ou comme par hasard, tout le monde est allé mourir en prison. Donc, j'ai besoin, faites passer l'information. Dites que Moulenda a besoin d'avoir les dernières informations par rapport au dossier de crimes rituels qui était et que il doit avoir les derniers développements. Il doit mettre à jour les informations parce que ça fait bientôt 8 ans que je suis parti du Gabon. Je n'ai plus été là pour suivre de très près les dossiers. Moi, j'aime être précis dans ce que j'écris. Je suis un journaliste et quand j'écris, c'est pas des paroles en l'air, il faut que ça s'appuie sur quelque chose. C'est pourquoi je vous demande, faites passer l'information. Si vous avez perdu quelqu'un qu'on n'a jamais retrouvé depuis là, j'ai vu des gens qui sont venus sur l'une de mes précédentes vidéos pour dire, comme cette dame-là qui a elle dit qu'elle a enterré son enfant sans cœur et sang, il faut qu'elle vienne, qu'elle m'appelle par mon numéro pour me dire, parce que je ne sais pas de quel enfant, il y a des dossiers, il y en a tellement, il y a des tonnes, je vais me trier parce que le livre risque d'être comme ça. Or, je vais m'arrêter peut-être à 300 pages. Je vais m'arrêter à 300 pages. Parce que quand ça devient trop volumineux, ça devient ennuyeux. Donc, je vais choisir les plus grandes enquêtes. Donc, passez le message. Je ne vous demande pas un centime pour ça. Je ne travaille pas pour me faire du beurre sur votre dos. Vous le savez. Sinon, j'aurais accepté les millions qui m'ont été proposés par le régime d'Ali Bongo. Je travaille uniquement pour l'intérêt du peuple gabonais parce que c'est le peuple gabonais qui est en danger. Et j'aimerais faire œuvre utile. Même si les gens ne reconnaissent pas ça. Ce n'est pas grave. Vous savez, la vie m'a enseigné beaucoup de leçons. La vie m'a enseigné beaucoup de leçons. La vie m'a dit ceci. 0,01% de tes fautes seront mal vues. Et 99,99% de tes bonnes actions passeront inaperçues. Ça, c'est l'une des leçons de la vie. La vie m'a donné. Ouais, là, ils sont en train de signaler. Hein. Les gens du pouvoir sont en train de signaler parce qu'ils tremblent. Je vais les emmerder. Qu'ils signalent. Je vais bien les emmerder. Qu'ils signalent le live. C'est pas grave. Faites passer le message. Il faut que ça. J'ai d'abord arrêté ces lives-là parce qu'ils ont signalé. Là, ils sont encore en train de chercher. Mais le message est déjà passé. Faites passer le message. Moi, je vous le dis, je ne demande pas un centime à qui que ce soit. Parce que les Gabonais, quand tu demandes les contributions pour des choses, des œuvres utiles, ils ne font pas. Ça, je le sais. Mais je demande uniquement le dernier développement. Ce que je suis en train de faire, c'est ma mission sur cette terre-là. La vie m'a appris beaucoup de leçons.
Et je vous disais tout à l'heure que l'une des leçons que la vie m'a apprises, la vie m'a appris que 0,01% de mes fautes seront mal vues, que 99,9% de mes bonnes actions passeront inaperçues. Ça, je l'ai compris. L'autre leçon que la vie m'a donnée, la vie m'a enseigné ceci. Elle m'a enseigné que les choses changent. Le meilleur est à venir si on reste positif. Et nous avons besoin des circonstances positives ou négatives pour grandir. Et là, j'ai grandi en exil. Je suis venu ici, j'avais 37 ans, je crois. Vous voyez comment je suis devenu homme. J'ai 44 ans. Donc l'exil m'a fait grandir, m'a donné beaucoup de sagesse. Et cette leçon, la deuxième leçon du jour que la vie m'a enseignée, en disant que les choses changent. Le meilleur est à venir si on reste positif. Nous avons besoin des événements, des circonstances positives ou négatives pour grandir. Et là, c'est l'exil que les gens ont pris pour une punition. Ça m'a fait grandir. Et je dis merci à mes détracteurs de m'avoir combattu parce que ça me permet de porter plus haut la voix du peuple gabonais. Donc, voilà une des leçons. Et l'autre leçon que la vie m'a apprise. Retenez ces leçons. La vie, il n'y a pas qu'à moi que la vie apprend ces leçons. C'est à vous aussi, sauf que parfois on ne prête pas attention. La vie m'a appris une chose. La vie m'a aussi appris que tu peux donner un simple verre d'eau à certaines personnes. Elles en seront reconnaissantes toute la vie. À d'autres, tu peux leur donner tout un océan. Elles ne te témoigneront aucune gratitude. La vie m'a appris que je peux donner un verre d'eau, un simple verre d'eau à certaines personnes, elles en seront reconnaissantes toute la vie. À d'autres, je peux donner tout un océan. Elles ne me témoigneront aucune gratitude. C'est pourquoi je vous dis souvent que le margouillat fait des pompes sans penser avoir des biceps. Le margouillat fait des pompes sans penser avoir des biceps. Donc je n'attends pas une récompense pour ça. Je fais ma part de contrat patriotique avec le Gabon. Ça fait partie donc des leçons. Et la vie aussi m'a appris beaucoup de choses. La vie m'a appris que quand je regarde derrière, dans ma vie, je vois de la douleur. Je vois des erreurs et du chagrin. Quand je regarde derrière dans ma vie, je vois de la douleur, je vois des erreurs et du chagrin. Quand je regarde le miroir, je vois la force, je vois les leçons et beaucoup de fierté. Et c'est ça qui m'intéresse. Voilà ce que la vie m'a appris. Que quand je regarde derrière dans ma vie, je vois donc des erreurs, je vois de la douleur et du chagrin. Mais quand je regarde le miroir, je vois beaucoup de force, beaucoup de leçons et beaucoup de fierté. Voilà les leçons que j'ai apprises. J'ai aussi appris quelque chose. Dans un village, il y avait des gens qui s'étaient levés parce que la pluie ne tombait plus chez eux. Les plantes ne poussaient plus. Et ils ont dit, on va aller faire une prière. On va se rassembler à la plaine là pour faire une prière afin que la pluie tombe. Donc il faut qu'on aille prier là-bas.
Tout le village s'est levé pour aller prier, pour que la pluie tombe. Toutes ces personnes-là, il n'y avait qu'une seule personne qui avait amené son parapluie. Il n'y avait qu'une seule personne, c'était Mumbina. Mumbina a amené son parapluie. Il a dit, on va aller prier là-bas. La pluie va tomber, mais on va être mouillé. Mais les autres sont partis, ils n'ont pas amené leur parapluie. Ils partent pour aller prier pour que la pluie tombe. Mais ils n'amènent pas. Seul Mumbina a amené son parapluie. Ils ont commencé à prier, 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 prier. Et la pluie a commencé à tomber. À ce moment, Mumbina a ouvert son parapluie. Les autres ont commencé à vouloir s'abriter. Mais les pieds se mouillaient. Donc Mumbina lui-même était au centre. On appelle ça quoi? On appelle ça de la foi. C'est la foi. Mumbina avait la foi que la pluie va tomber. Donc avant de partir, Mumbina a amené son parapluie. Parce qu'il savait sur quoi il s'appuie. Il savait qu'on va faire. On va faire nos médicaments, nos trucs traditionnels. La pluie tombera. Donc autant amener le parapluie. Vous ne pouvez pas aller prier pour la pluie et puis vous laisser vous mouiller. Mais Mumbina a amené son parapluie. Et quand la pluie a commencé à tomber, Mumbina a ouvert son parapluie. On appelle ça quoi? C'est la foi. Il avait la foi. Et moi j'ai la foi. J'ai la foi malgré tout ce que les gens font là. Malgré les tentatives d'assassinat, les empoisonnements et tout. Je suis là. Vous ne voyez pas que j'ai repris ma forme là. Le dernier empoisonnement était violent, oui. C'était violent. Je suis là. On appelle ça la foi. Hein? Retenez ça. C'est important de retenir toujours quand on vous donne des leçons. Regardez une chose que la vie aussi m'a apprise. Toutes les nuits, la vie est pratique. Toutes les nuits, nous allons au lit. Sans aucune assurance que nous serons en vie le matin. Toutes les nuits, nous allons au lit. Sans aucune assurance que nous serons en vie le matin. Mais on met toujours l'alarme pour se réveiller. C'est quand même bizarre. On part, on n'est pas sûr qu'on va se réveiller le matin. Parce que personne ne connaît à quel moment Dieu nous appelle. On va au lit, on peut mourir dans le sommeil. Mais on règle quand même l'alarme pour se réveiller le matin parce que soit on va travailler, soit on a une corvée à faire. Mais on met quand même l'alarme alors qu'on n'est pas sûr de se réveiller. On appelle ça quoi? On appelle ça l'espoir. Ça signifie qu'on a l'espoir de se réveiller demain matin. Malgré l'incertitude. Et moi j'ai cet espoir que les choses vont changer au Gabon. On a espoir que les choses vont changer demain au Gabon. Moi j'ai cet espoir. Et pourtant je sais qu'on peut m'assassiner parce que je ne suis pas un extraterrestre. Mais j'ai espoir que je vais voir un Gabon nouveau. Comme cette personne qui va chaque soir rejoindre son lit sans avoir la certitude qu'il va se réveiller le matin. Qu'il va se réveiller le matin. Mais qui met quand même son réveil pour être réveillé le matin. C'est comme aussi on se met à planifier des choses. On se met à planifier des choses. On se dit que, par exemple, moi, je me dis quand je vais rentrer au Gabon, je vais terminer ma maison, surtout que j'ai choisi un bon terrain, un site qui donne sur une plaine verdoyante où on voit les animaux venir brouter allègrement les légumineuses qui poussent au bord du lac environnant. J'ai dit, je vais mettre une grande barrière et je vais mettre des animaux comme il y a des singes. Je vais mettre des réglettes sur les arbres là comme j'ai vu chez mon grand-père, Lugason Mayela Digoba. Et comme ça, quand mes invités arrivent, ils seront séduits de voir la nature abondante. Et pourtant, je suis encore en exil. Et pourtant, il y a des gens qui sont allés en exil. L'exil qui a été un voyage sans retour, parti pour toujours.
Mais moi, je planifie. Même si je ne sais rien sur le futur. Même si je ne sais rien sur le futur. On appelle ça quoi? On appelle ça l'assurance. Vous planifiez des choses, vous ne savez pas de quoi sera fait demain, mais vous planifiez, je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est quand on a de l'assurance. Et il faut avoir ça. Avoir, je peux te citer 3 choses. La foi, l'espoir et l'assurance. Quand vous avez ça là, tout ce que les gens font, c'est zéro. C'est zéro. Donc les plans qu'ils sont en train de faire là, qu'on va éliminer Moulenda là, ils ont payé le gars là. Ils ne savent pas que le gars, il y a des anciens gars là, il y a ceux qui travaillent encore, qui sont en fonction. Ils ne savent pas qu'ils sont déjà traqués. Ils ne savent pas qu'ils sont déjà traqués. Moi je ne parle pas. Je suis là, imperturbable. Parce que Dieu passe parfois par certaines personnes pour réaliser certaines prouesses. Qui ne dit pas que je suis parmi ces personnes que Dieu a choisies pour réaliser certaines choses au Gabon? Personne ne le sait. Peut-être que moi-même, je ne le sais pas. Donc, je voulais vous dire que je suis là au service du Gabon. Je suis prêt à verser ma dernière goutte de sang pour ce pays que j'aime tant. Mais aidez-moi à vous aider. Vous avez perdu des gens. C'est une douleur atroce. Moi, je sais, parce que je suis passé par là. J'ai perdu mon enfant aussi dans ces histoires de crimes rituels. Donc, je sais ce que vous ressentez. Parce que seul, le crapaud peut dire si le caïman a mal aux yeux. Seul le crapaud peut dire si le caïman a mal aux yeux. Parce qu'ils ont les mêmes yeux là. Quand vous voyez les yeux du crapaud et du caïman, c'est pareil, non? Donc l'autre va vous dire si, évidemment, le caïman a mal aux yeux. C'est que vous avez senti, moi j'ai senti ça. Les peines qu'endure le varan, le lézard les endure aussi. C'est pourquoi là, c'est pas de la politique. Là. Si vous aimez vos parents qui ont été tués dans les crimes rituels, manifestez-vous. Contactez-moi par WhatsApp au 0033 7 52 52 36 52. Vous ne pouvez plus les ressusciter, mais pour un livre historique qui va sortir sur les crimes rituels, il serait bon qu'on voit que votre fille a été tuée dans cette affaire-là. Parce que demain viendra le jugement. Il y aura un jugement demain. Il y aura un jugement. Ce livre-là va servir de plaisir. Demain, on va mener tout ça à la Cour pénale internationale parce que ce sont des crimes contre l'humanité. Donc, ne vous taisez pas en disant il est déjà mort. Parce que les seuls les Gabonais, vous êtes comme ça. Oh non, l'enfant est déjà mort, on ne va pas réveiller. Ah non, il faut venger. Si vous aimez votre enfant, vous aimez votre oncle, vous aimez votre nièce, vous aimez votre tante, vous aimez votre mère qui a été tuée, votre frère, votre soeur, il faut dénoncer. Et là, c'est moi qui prends ça sur moi. J'accepte de porter les coups à votre place. Même si je dois payer de mon sang, je payerai. Mais pourvu que le livre sorte. Donc, contactez-moi dès la fin de cette vidéo par WhatsApp. Le WhatsApp du balcon, le 0033 7 52 52 36 52. 0033 7 52 52 36 52. N'ayez pas peur pour moi. Priez pour moi, oui, c'est tout à fait normal. Mais n'ayez pas peur. Il y a des gens qu'on ne peut pas forcément atteindre parce que Dieu ne le permet pas. L'inondation ne noie pas le poisson. L'inondation ne noie pas le poisson. Donc n'ayez pas peur. La peur a changé de camp. Ce sont eux qui ont peur là-bas. La peur a changé de camp. Et quand la peur change de camp, les gens doivent foutre le camp. Donc moi je n'ai pas peur. Vous voyez que je suis zen. Je suis tranquille. Il y a comme une force extérieure qui me protège. Donc à planifier.
Qui pouvait savoir qu'on devait me donner les noms des gens qui sont déjà, même les gens de la DGCE, des anciens machins ont travaillé. Il écoute les babous, il ne sait pas. Les Gabonais qui sont là-dedans. On me dit, mais c'est lui qu'on pince, tant pis pour lui. Donc, contactez-moi. Moi, j'ai pas peur. Je reste tranquille. Je disais que dans la vie, il y a des gens qui sont destinés à certaines œuvres d'intérêt commun. Et parfois même les hommes qui se croient plus puissants qu'eux ne réussissent pas souvent à les anéantir. Il y a certaines personnes qui dérangent parce qu'elles disent la vérité. Parce qu'il y a d'autres qui sont habitués à ce qu'on dise qu'ils sont beaux, ils ont des beaux costumes, comme Ali Bongo, qui voudrait qu'on lui dise qu'il est beau, qu'il a un beau costume, alors que ses parents n'étaient pas concentrés au moment de le concevoir, comme étaient les miens. Et quand tout le monde dit qu'Ali Bongo, qu'il est beau, il a un beau costume, alors s'il y a un enfant des pauvres comme Moulenda, qui vient dire à Ali Bongo que tu es beau, tu as un beau costume, mais ton costume est plissé, il faut le repasser, il est probable qu'Ali Bongo se mette en colère. Et qu'il décide de me tuer. Et c'est ce qu'il a voulu faire avec les crimes rituels. Vous verrez dans le prochain livre qui va sortir, qui annonce déjà celui-là. Vous verrez vous-même. Il y a déjà un extrait là. On chute déjà vers ça. Donc il y a des hommes comme ça, on veut les éteindre parce qu'ils ne disent pas tout ce que tout le monde dit. Mais moi, je suis moi. Dans un village, il y avait un homme. Un homme qui était connu pour sa truculence. Un homme qui disait ce qu'il pensait et qui n'était pas là à faire les salamalek. Mais dans son village, il y avait un roi qui était méchant. C'était le roi Magundi. Il aimait que les gens disent qu'il est beau, le roi est beau. Et chaque matin, quand tu allais le saluer, il fallait aller dire que le roi est bon. Quand tu lui dis bonjour, tu dis le roi est bon. Et quand tu lui dis bonjour, tu plonges même comme ça là. Tu dis le roi est bon. Après il répond, il dit oui, je suis bon. Mais cet homme-là ne disait jamais ça. Il répondait chaque fois qu'il écoutait les gens dire ça. Il disait non, c'est seul Dieu qui est bon. C'est pas le roi. Le seul roi que je connaisse qui est bon, c'est Dieu. Cet homme s'appelait Mumbina. Alors que Mumbina ne disait jamais que le roi Nagondi était bon. Et il a fini par s'attirer les fougues de ces tyrans. Et un jour, le tyran excédé a dit appelez-moi ce type-là qui a du mépris, qui ne veut pas dire comme les autres que moi je suis bon. Il paraît qu'il dit là-bas qu'il n'y a que Dieu qui est bon. Moi je ne suis pas bon. Appelez-le ici. Je vais le piéger. Et quand il est arrivé, il a tendu la main au roi. Et il a dit, seul Dieu est bon. Le roi m'a venu et a dit, mais lui là il se prend pour qui? Tout le monde dit que moi je suis bon. Et celui qui trouve que je ne suis pas bon, il dit que c'est Dieu. Alors, donc le roi était tellement imbu de sa personne qu'il était même jaloux de Dieu. Et c'est comme ça qu'il a dit, bon, c'est toi qui dis souvent que il n'y a que Dieu qui est bon. Moi je ne suis pas bon. Il dit oui. Parce que même vous avez été créé, c'est grâce à Dieu. Il a parlé en regardant le roi les yeux dans les yeux. Et c'est comme ça que le roi voulant trouver un motif pour tuer Mumbina. Qu'est-ce qu'il fait? Il est rentré dans son palais. Il a sorti 2 bagues.
Et il fait dans l'hypocrisie. Il dit, bon, Mumbina, voilà le bague là, en or. Tu le gardes là-bas. Parce que tu es courageux, tu parles bien, garde ça. Mumbina dit, mais est-ce que je... Il dit, non, garde, c'est moi qui demande de garder ça. Si je meurs, ça devient ta propriété à toi. Tu le vends, ça te rapportera beaucoup d'argent. Après beaucoup d'hésitation, Mumbina a pris les bagues. Et il est parti là-bas. Il a dit, mais le roi là me donne quand même les bagues. Est-ce que ce n'est pas un piège? L'homme là, tout le monde dit qu'il est bon, sauf moi. Et à moi, il me donne ça. Il ne donne pas ça aux gens qui nous disent qu'il n'est pas bon. Il ne donne pas ça aux gens qui disent qu'il est bon. Ça va être un piège. Il faut que je le garde parce que tôt ou tard, il va me demander ça. Et si je le perds, ce sera un motif pour lui pour me faire guillotiner. Et Mumbina a donc pris les bagues là. Et il y avait une petite corne d'une gazelle ou d'une antilope. Et Mumbina a pris les deux bagues. Là, non, il a mis dans la corne, il a caché. Il a dit à sa femme Marundu. Il dit, attention, tu vois ça là? Ce que je prends là, c'est le roi Magondi, le méchant là. Il a dit, il faut absolument que je garde ça. Et si il meurt, ça devient ma propriété, on va vendre ça. Et comme je sais que le son vivant, ce type-là est méchant, il va me demander ça un jour. Et si ça se perd, c'est que je suis mort. Tu as compris? Fais attention. Marundu a dit, ok, j'ai compris. Et après, Mumbina est allé en voyage. Vous savez que c'était quelqu'un de bon qui avait des amis. Donc il est parti en voyage. Et dans ces territoires-là, le roi était informé des mouvements de tout le monde. Et quand il a appris que Mumbina est allé en voyage, il a envoyé les gens pour convoiter la femme de Mumbina. Parce qu'elle était belle. Et le roi a réussi à corrompre Marundu. Peut-être l'a payé en monnaie ou en nature, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le roi a fini par corrompre Marundu, la femme de Mumbina, pour dire, j'avais donné les bagues à ton mari là. Amène-moi ça. Et puis, c'est comme ça que Marundu a mené les bagues parce qu'elle avait été corrompue par le roi. Ou influencée, on ne sait pas. Quand Mumbina dépose, quand la femme de Mumbina dépose les bagues, et il remet ça maintenant à ses agents, il dit voilà les bagues que j'ai données à Mumbina. Mais vous allez, à son retour, lui demander mes bagues là. Vous dites que le roi demande les bagues. Et s'il ne donne pas ça, c'est un motif de le guillotiner. On va l'égorger. Parce qu'il manque de respect. Mais le gars qui avait pris ça, il a mis ça dans son sac. Et après, ils sont partis à la pêche. Et malheureusement, le petit morceau de corps là, qui contenait les bagues, pendant la partie de pêche, est tombé. Et il y a eu un crocodile qui est venu l'avaler. Et le jour où ils reviennent à la chasse, eux ils tuent le crocodile plus tard. Ils n'ont pas su que le crocodile avalait ça. Donc quand Mumbina revient de son voyage, il n'avait pas eu le temps d'aller faire la chasse. Mais il avait amené un peu d'argent. Il a dit au gars, est-ce que je peux payer le crocodile là? Moi, je n'ai pas eu le temps d'aller à la chasse. Et ils ont vendu à Mumbina le crocodile. Et quand Mumbina arrive, il se rend compte, au moment de dépecer, que les deux bagues étaient à l'intérieur du crocodile là. Et il regarde comme ça, il dit, mais ça ressemble aux bagues que moi j'ai gardées. Il va regarder la maison, il demande à sa femme, il dit, je ne sais pas, moi je ne sais pas. Il ne sait pas que le roi était passé par là. Et après, le roi Magondi, convaincu que Mumbina avait perdu les bagues dans sa tête, il savait que ces gars ont gardé ça. Donc il appelle, il dit, allez-y m'appeler Mumbina, allez, appelez-moi Mumbina. Mumbina arrive. Mumbina met déjà
dans ses poches les 2 bagues. Donc le roi de Zambie avait déjà placé des gens pour dire qu'on va le guillotiner là. Là, il a perdu les bagues puisque la femme m'a ramené ça. On va lui coller un motif. On va dire que c'est lui qui a perdu et puis on va le guillotiner. Mais Mumbina, chanceux qu'il est, il part, il met déjà les 2 bagues dans la poche. Et le roi de Zambie dit alors, où sont mes bagues? Tu sais que ce sont les bagues royales. Quand on les perd, on est passible de la peine de mort. J'ai senti un signal que tu as perdu mes bagues. Alors, si tu me les sors pas là, tu vas être pendu là. Tu vas être guillotiné. Mbina l'a regardé. Et puis il a mis la main dans la poche. Il a tendu les 2 bagues au roi Mavondi. Et il était étonné. Il a regardé, il a tourné, il a retourné. Il dit, mais pourtant c'était les bagues là que ça m'a donné. Comment ça se trouve encore avec Mumbina? Moi je voulais le tuer. J'avais un prétexte de le tuer. Le Mumbina a dit, mais mon roi, ce sont mes bagues. Et Mumbina a dit, tu sais mon roi, quand les gens viennent te dire que tu es bon, je viens de te prouver que c'est pas toi qui es bon, c'est Dieu qui est bon. Toi tu n'es pas bon. Regarde comment Dieu a fait. Tu as par des moyens détournés récupéré les bagues que tu m'avais données parce que tu voulais me faire assassiner. Et tu as donné ça à ton personnel qui a mené ça à la pêche. Et c'est tombé. Et moi je suis rentré. J'ai acheté le crocodile qu'ils avaient tué là-bas parce que je n'avais pas eu le temps de faire la chasse. Et il s'est trouvé que justement c'était le crocodile qui avait avalé les bagues là. Et je les ai retrouvées. Parce que Dieu n'a pas voulu que je meure. Donc Dieu est bon, c'est pas toi qui es bon mon roi. C'est pas toi qui es bon, c'est Dieu qui est bon. Et c'est comme ça que le roi Mavondi a dit oui. Mumbina, tu es fort. Tu as raison. Finalement, je ne suis rien. C'est plutôt Dieu qui est bon. Et le roi n'a plus tué Mumbina. Mumbina est sorti de là vivant. Donc, il faut avoir souvent le courage. Il faut souvent avoir le courage de dire la vérité aux gens. Les gens qui sont habitués à écouter le langage, il est beau, il a un beau costume. Quand on dit Sali Bongo, moi je dis qu'il n'est pas beau. Ses parents n'étaient pas concentrés au moment de le concevoir, comme l'étaient les miens. Ça que ça fâche pas, tant pis. La vérité rougit les yeux, mais ne les crève pas. La vérité rougit les yeux, mais ne les crève pas. Et c'est ce que je fais croire toujours, chaque jour, je fais comprendre aux gens comme les Ali Bongo, qui pensent qu'ils sont beaux, qu'ils ont un beau costume. Merci. J'attends vos coups de fil. Bonne journée à tous.